De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Eh bien bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour De quoi je me mêle. Toute l'actualité des nouvelles techno, vous le savez, comme chaque vendredi en ce 5 avril 2019. Je suis ravi de vous retrouver. Au menu tout à l'heure, on s'intéressera au géant chinois Huawei. La 5G, ses déboires aussi politiques. Vous savez que c'est compliqué pour Huawei aujourd'hui de déployer son futur réseau 5G pour des raisons qu'on connaît, de sécurité, de vie privée. On en parlera tout à l'heure avec Stéphane Curtelin, qui est le directeur marketing et communication de Huawei. On évoquera aussi les côtés plus heureux de Huawei avec ce fameux P30 sorti il y a quelques jours, qui est une vraie claque technologique en matière de smartphone, avec entre autres un zoom 5x voire même 10x hybride. C'est une première dans le monde du smartphone. Et puis on évoquera aussi peut-être le futur de la téléphonie mobile avec le smartphone pliable et le Matic qui s'apprête à sortir là aussi dans quelques semaines. Ce sera tout à l'heure. Vous pouvez réagir au contenu de ce De quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Laissez vos messages sur la page YouTube ou même sur la page Facebook que vous pouvez liker. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et De quoi je me mêle, vous le savez, en entrée, c'est le club de la presse IT. On survole de manière factuelle, quoique avec un peu d'analyse quand même, l'actu de la semaine dans le monde de la high-tech. Jean-Sébastien Zanqui est avec nous. Bonjour Jean-Sébastien Zanqui, journaliste à 01net.com. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Paquette, un fidèle aussi de quoi je me mêle. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Qui représente dignement la rédaction de l'Express, la version papier bien sûr, et puis vous le savez, les versions numériques sur smartphone, c'est ça, sur tablette et sur le web. Une actu qu'on va débuter par Apple, une fois n'est pas coutume. Jean-Sébastien, c'est vrai qu'on le voit, le monde du smartphone est tendu en ce moment. Il y a une concurrence exacerbée. Oui. J'évoquais il y a un instant le P30 qui est sans doute le smartphone le plus waouh de cette année 2019 pour l'instant. Apple prépare bien évidemment sa QV 2019 des smartphones, mais la QV 2019 ne sera sans doute pas 5G. Il faudra peut-être attendre celle de 2020. Et oui, Apple risque d'être un petit peu en retard par rapport à leur concurrence, qui commence vraiment à s'aiguiser là sur la 5G, notamment du côté de l'Asie. Et le problème d'Apple, c'est qu'il faut qu'ils trouvent un fournisseur de puces modem 5G. Le problème, c'est que Apple est maintenant en bisbille avec Qualcomm. Ça fait maintenant quelques mois. Qualcomm n'équipe plus du tout les iPhones de modem 4G actuellement. Donc vers qui se tourner Vers Intel, puisque c'est Intel qui fournit les modèles 4G maintenant sur les nouveaux iPhones. Sauf que Intel est complètement à la bourre manifestement sur la conception des modems 5G. C'est un savoir-faire qu'ils ont acquis au fur et à mesure, l'activité modem. Et ils n'ont pas le niveau de Qualcomm avec leur Snapdragon qui sont... C'est ça, qui intègrent effectivement maintenant des modems 5G. Et Intel serait même complètement en retard, puisque en 2020, ils ne pourraient pas tout à fait fournir encore les modems 5G. Donc ça voudrait dire que les iPhones qui sortiraient l'année prochaine ne pourraient pas avoir de 5G, ce qui serait un gros problème. Alors, en tout cas, une certitude, c'est qu'en septembre, l'iPhone, sauf coup de théâtre, ne sera pas 5G. Voilà, donc c'est déjà un peu limite. Ça commence à être un peu embêtant, puisqu'on sait que le réseau 5G va être déployé l'année prochaine. Donc si on achète un iPhone en septembre qui coûtera plus de 1 000 €, puisque c'est un peu quand même la particularité d'Apple, oui, tout à fait. on aura un smartphone qui ne sera pas au top du top en matière de puces. Des nouveaux réseaux 5G. Il faudrait attendre peut-être 2020 et c'est même pas sûr. C'est ça. Et rappelons que les problèmes qu'il y a entre Qualcomm et Apple ne font qu'empirer. C'est au départ un problème de brevet, visiblement, et de redevance de brevet. Tout à fait. Apple en a marre de payer Qualcomm. Cela dit, écoutez, si c'est eux qui fournissent une solution, ils sont peut-être en droit aussi de demander de l'argent. Oui, c'était leur modèle, leur business model. Ils vendaient à la fois les composants et après des redevances sur les brevets, et c'est ce qu'Apple a dénoncé. Et là, malheureusement, ils en payent un petit peu le prix, et ils vont essayer. Il y a les équipes qui bossent sur les puces Apple, donc les puces A qui se retrouvent dans tous les iPhones, qui travaillent aussi maintenant sur un modem qui serait made in Apple, mais développer un modem comme ça en moins d'1 an ou 1 an et demi, ça va être très compliqué, un vrai challenge technique pour Apple. Donc Emmanuel, c'est compliqué cette situation, ce problème de calendrier pour Apple ? Alors oui et non. Je pense que c'est compliqué en termes d'image, parce que quand on lance un nouveau smartphone, il faut apporter des nouvelles fonctionnalités. Donc une compatibilité 5G, même si les réseaux sont quasiment pas là ou peu là, du coup c'est
intéressant de pouvoir le proposer de façon marketing, de dire voilà, on a une nouveauté, même si le réseau derrière ne suit pas nécessairement. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est un peu embêtant pour Apple. Et encore une fois, non, pas vraiment, parce que les offres 5G vont être encore limitées. La Verizon l'a lancé aux États-Unis dans quelques villes, Chicago, Minneapolis. La Corée du Sud vient de le lancer là, aujourd'hui, donc vendredi, avec deux opérateurs, SK et KT Telecom, avec des terminaux. Le seul terminal aujourd'hui qui a l'air d'être compatible, c'est le Samsung S10 sur le marché coréen. Et qui a un modèle spécifique en plus. Hein. Exactement, Voilà. parce qu'en plus, il faut savoir que les bandes de fréquences, en fonction des pays, ne sont pas nécessairement les mêmes pour la 5G. Donc il faut quand même que les puces soient compatibles avec toutes les bandes de fréquences dans tous les pays pour que ça soit compatible un peu partout sur la planète. Aux États-Unis, Verizon a déjà annoncé que c'était Motorola qui allait le fournir, donc Motorola qui appartient aujourd'hui à Lenovo, donc Motorola qui allait être le premier smartphone 5G qui serait compatible en fait avec les réseaux Verizon 5G. Donc ce qu'on voit, c'est que d'un côté, les Coréens, c'est un peu le rouleau compresseur, c'est-à-dire que le gouvernement pousse la 5G, pousse les opérateurs, pousse les fabricants de terminaux à être présents très vite. Et du côté américain, finalement, probablement le premier terminal 5G, ça sera du Lenovo, donc du chinois, et pas de l'américain. Donc en termes d'image et symboliquement, c'est quand même pas très bon. Oui, et puis donc ça va continuer. C'est-à-dire que l'américain Apple ne sera pas 5G, ne sera pas le premier et peut-être même le dernier à sortir de la 5G. Quoi. C'est vrai qu'en termes d'image, c'est pas génial. C'est pas génial. Monsieur Trump ne va pas être d'accord. Lui qui veut déjà la 6G, visiblement. C'est ça, exactement. Et à tel point que, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on voit qu'aujourd'hui Apple est obligé de se tourner vers d'autres fournisseurs pour voir s'il y a des alternatives à Intel qui effectivement est en retard. Donc ils se tournent vers Samsung, mais Samsung, ils veulent garder leur ligne de production pour leurs propres terminaux. Ouais. Donc c'est compliqué de dire à Samsung de faire la même demande qu'Intel, puisque visiblement, Apple demande à Intel d'être numéro 1 en production sur les modems 5G devant toutes les offres d'Intel, et en payant moins cher en plus. Donc c'est compliqué d'être fournisseur d'Apple qui en plus contrôle, on connaît Apple, hein. Donc c'est très compliqué le rapport de force entre Intel et Apple, et du coup si Apple essaye de se tourner vers Samsung, ça va être encore plus compliqué, puisque là c'est un concurrent. C'est vraiment une épine dans le pied, hein, ce gros problème de business entre Qualcomm et Apple finalement, hein, parce que ce sont deux boîtes fabuleuses, hein, exactement. qui ont une expertise chacune de leur côté, et voilà. Donc là, ça va loin, hein, puisque c'est loin, et en plus, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il suffirait qu'ils signent, et Qualcomm pourrait équiper assez rapidement, visiblement, bien sûr. Les prochains iPhones. Et en fait, aujourd'hui, on est plutôt dans des guerres d'ego entre PDG de grandes boîtes, qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'entendre et que on arrive à un statu quo. Alors qu'en réalité, la situation pourrait se débloquer assez facilement. Est-ce qu'on est à l'abri, on peut être à l'abri d'une entente comme ça, surprise entre les deux ? La vraie question, je pense que c'est quand même des sociétés qui sont pragmatiques. Il y a un moment donné, en pragmatisme. Exactement. C'est business is business, hein, exactement. Quand même, hein. C'est clair. On enchaîne avec le paiement mobile. Oui. Il y a du nouveau concernant le paiement mobile. Tout à fait. Temps. Et tout à fait. C'est vraiment une bonne nouvelle en plus, puisque on a tous expérimenté ce moment où on doit rembourser un copain. Alors comment je fais ? T'as un compte PayPal ? Non, j'ai pas de compte PayPal. Oui, mais moi j'en ai un. Est-ce que je te fais un virement ? Oui, envoie-moi ton RIB. C'est impossible à faire, c'est toujours très compliqué. Mais enfin, toutes les grandes banques françaises ont annoncé une solution de paiement, de remboursement mobile instantané entre particuliers qui va prendre place cet été. Donc ça va se faire à partir du service Paylib qui existe déjà, notamment si vous êtes client au BNP par exemple, vous avez ce service qui existe pour faire du paiement sans contact par exemple. Ça remplace un petit peu Apple Pay et Google Pay, pardon. Mais ça y est, enfin, cette fois-ci, c'est vraiment... Je suis pas sûr que ce soit un grand succès d'ailleurs. Paylib annonce 1,8 million d'utilisateurs, ça m'a étonné un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai pas vu grand monde, en tout cas autour de moi, utiliser ça. Je pense qu'il faut faire le distinguo entre les utilisateurs et le nombre de transactions aussi. C'est ça. J'aimerais bien connaître le nombre de transactions. Parce que par exemple, moi je m'étais inscrit à Paylib, j'ai jamais utilisé ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc vous êtes un utilisateur, mais pas qui n'utilise pas. C'est ça. Mais cette fois-ci, la bonne nouvelle, c'est que en plus de la BNP, il y a aussi le Crédit Agricole, la Banque Postale, la Société Générale, la Banque Populaire, la Caisse d'épargne, le Crédit Mutuel. Donc vous voyez, c'est vraiment les grandes banques françaises, donc la grande majorité des clients des banques françaises. Donc ça va permettre de pouvoir, si je te dois par exemple 10 € à te rembourser, je rentre la somme, je rentre ton numéro de téléphone, toi par SMS tu reçois une notification. Si tu es inscrit à Paylib, c'est directement versé sur ton compte. Si tu n'es pas inscrit, ça t'incite à aller t'inscrire, ouvrir un compte Paylib, et ça se fait directement en une fois, donc, et instantanément surtout. Il ne va pas y avoir un jour ou 2 jours ou 3 jours de délai entre le paiement et le remboursement. Pas mal.
Emmanuel, on se rend compte avec cet exemple, c'est super hein, que Ouais. ce type de choses arrive. Mais enfin, je trouve que ça met en avant l'inertie des banques et comment dirais-je, leur incapacité à innover, en fait. C'est dingue. Hein. Oui, c'est ça, parce qu'en réalité, ça existe déjà depuis assez longtemps sur des systèmes d'application Bien sûr. du type Lydia, par exemple. Et puis, rappelons qu'en Afrique, ils font ça depuis 10 ans avec avec leur Orange Money smartphone. notamment, Bien sûr. effectivement, ou d'autres opérateurs, et en Chine avec WeChat ou Bien sûr, Alipay, bien et il y a sûr. déjà des systèmes transactionnels comme ça, même avec des petites enveloppes rouges qu'on peut s'envoyer entre amis et partager de l'argent. Donc c'est vrai que les banques mettent du temps, beaucoup de temps, à arriver sur ce marché. Donc après, on verra l'usage, hein, parce que ça représente aussi beaucoup d'utilisateurs. Aujourd'hui, ces banques-là ont quand même beaucoup de clients. Bien sûr. Et puis l'autre chose, c'est surtout la tarification derrière qui va poser question. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'une transaction, quand on fait un virement vers une personne tierce, le virement est relativement peu taxé. Et là, la crainte, c'est qu'on monte assez vite à 1 euro, 2 euros, 3 euros sur chaque transaction qui puisse être prélevée. Et là, c'est aussi pour ça que les banques bougent. Je pense qu'il y a 2 éléments. Le premier, c'est effectivement les pure players d'Internet qui sont loin devant. Et à un moment donné, les banques se disent, il faut quand même bouger, hein, parce que quand même. Il serait temps. Et le deuxième point, c'est que les banques aujourd'hui ont un problème, c'est-à-dire que les taux d'intérêt sont extrêmement bas, donc elles se rémunèrent beaucoup moins sur les prêts bancaires. Et donc l'idée, c'est de vendre des services annexes, et notamment des transactions comme ça qui peuvent marger avec 1 euro ou 2 euros ou 3 euros par transaction. Ça peut constituer à la fin, si les volumes sont importants, des grosses marges pour les banques, et essayer de se refaire par rapport aux taux d'intérêt qui sont bas. Donc on voit qu'il y a une conjonction d'éléments qui font que les banques sont obligés de courir après les pure players d'Internet et puis essayer d'améliorer leurs marges avec de nouveaux services. Moi, c'est dingue, je pensais que ça allait être gratuit. Alors justement, Excusez-moi. Emmanuel a raison, parce que dans le communiqué Pélib, ils disent que les coûts seront à la discrétion de chaque banque. Donc effectivement, on peut imaginer qu'une banque offre, je sais pas, 2 virements gratuits par mois avec un supplément au bout du 3e, des choses comme ça, mais ou que ce soit inclus dans un forfait. Mais effectivement, ça pourrait être, pourquoi pas, payant. Et quand on voit qu'aujourd'hui les frais de tenue de compte, je pense que tout le monde a pu le constater depuis certains mois, augmentent chez toutes les banques de manière quasiment unilatérale. Bien sûr. On voit bien qu'il est fort probable que ça soit quand même payé. je pense. Ouais. Les frais de tenue de compte, qui est la plus grosse arnaque du siècle quand même. Hein. Enfin, je veux dire, des frais de tenue de compte, quoi. Voilà. C'est... Waouh. C'est comme les frais de dossier. Oui, c'est ça. Ça me fait toujours rire. On enchaîne maintenant avec Facebook. Oui. Bon, alors Encore une fois. comment dire, les mésaventures Facebook, finalement, si on n'a pas une semaine, on se dit, bah tiens, qu'est-ce que se passe-t-il Voir par jour, presque maintenant. Voilà. C'est devenu Franchement. le petit feuilleton. Voilà. Et la cette tech. semaine, tu me rajoutes quelques centaines de millions de données échappées encore une fois sur le web. Là, cette fois-ci, le contexte, c'est en gros des partenaires de Facebook qui sont soit des sociétés qui gèrent des applications, ou en tout cas qui avaient accès aux données des utilisateurs jusqu'en 2014, tant que les données étaient ouvertes aux partenaires de Facebook, qui tout simplement stockaient les données personnelles des utilisateurs en question sur des serveurs Amazon. Vous savez qu'Amazon Web Services est un grand pourvoyeur de serveurs et de stockage pour les grandes entreprises de la tech. Et par exemple, il y a une société qui s'appelle Cultura Collectiva, qui est une société mexicaine, qui stockait les données de 540 millions de comptes sur des serveurs Amazon en clair. C'est-à-dire que rien n'était chiffré. Si on voulait aller se servir, entre guillemets, où on était un petit peu malin et hacker sur les bords, on pouvait aller se servir directement. Aussi une autre application qui s'appelle Add the Pool, qui elle a stocké de la même manière les noms, les emails, les goûts musicaux ou des photos de 22 000 utilisateurs. C'est un peu plus restreint, mais quand même. Voilà, donc c'est encore une fois, ça démontre un petit peu le problème qu'a Facebook avec la gestion des données personnelles, et notamment donc avant 2014 où les partenaires pouvaient justement y accéder. Maintenant, Facebook dit non, on leur donne plus l'accès aux données, on leur donne seulement des ciblages publicitaires en fonction de ce qu'ils veulent. Donc voilà, ça pose encore une fois la question de ces données personnelles Facebook qu'en fait Facebook. Bon, Emmanuel, il faut s'inquiéter encore de cette bourde Facebook. C'est pas la première, ça sera sans doute pas la dernière, puisqu'on a une toutes les semaines. Effectivement, comme dans la presse américaine, il y a eu un très bon papier qui disait le génie est sorti de la bouteille et maintenant pour le remettre dedans, ça va être compliqué. C'est exactement ça. Et donc, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup d'autres leaks comme ça, de fuites d'informations qu'on découvre au fur et à mesure. Qui sont inévitables en plus, avec une boîte aussi géante que Facebook. Je veux dire je pense qu'aussi, c'était pas sa priorité, puisque l'idée, c'était de partager le plus possible d'éléments de connectivité, donc les likes, etc., avec des sociétés tierces, pour qu'après, ces sociétés tierces puissent avoir des ciblages marketing importants sur la plateforme. Pour monétiser tout ça. Exactement. Donc Facebook vend pas, n'a jamais vendu ses données, puisqu'elle le dit tout le temps. Mais en revanche, indirectement, ça lui rapportait de l'argent. Ça permettait de faire du ciblage sur la plateforme. Bien sûr.
Bon, ben voilà, on verra la semaine prochaine. C'est ça. Quelques centaines de millions de comptes. Peut-être le vôtre d'ailleurs, hein, les amis. Vous rigolez là. Mais peut-être que la semaine prochaine, on parlera de vous. Voilà. Oui, Mais cela dit, tu sais, l'annonce de Mark Zuckerberg de dire maintenant, je veux fusionner les messageries entre elles, Ouais. Messenger, WhatsApp, etc., pour essayer de créer une zone de confinement en fait des informations qui circuleraient qu'entre comptes de messagerie. On revient d'ailleurs au système de paiement avec Lydia. Ça permettra justement de communiquer et de faire en sorte que les informations restent dans un cercle plus fermé, donc éviter les fuites, en tout cas les limiter, Tout à fait. et surtout de permettre des transactions entre les amis et d'essayer de monétiser ça Bien et sûr. de prélever une petite dîme au passage. Oui, et puis surtout que toute cette communauté représente des milliards et des milliards d'utilisateurs. Exactement, hein. ouais. Facebook, Instagram, WhatsApp, waouh, ça fait du monde ça quand fait du même. monde. Et on termine, Jean-Sébastien, avec une petite news télécom. On aime bien. Oui, tout à nous, fait. En plus, ça concerne directement les voilà, utilisateurs la et fibre notamment optique. les abonnés de Free qui sont en fibre optique, puisque Free cette semaine a annoncé l'augmentation du débit montant à 600 mégabits. Jusqu'à présent, Free était limité à 400 mégabits. Bouygues, il y a peu, a annoncé 500 mégabits, et donc Free essaye de tacler un petit peu Bouygues en disant nous, ça y est, maintenant c'est 600 mégabits pour tout le monde, quelle que soit l'offre fibre à laquelle vous souscrivez, que ce soit la Freebox Delta, la Freebox Mini 4K, la Freebox Révolution, vous aurez 600 mégabits de débit montant, ce qui est quand même hyper confortable quand on veut uploader des fichiers. Là-dessus, on est dans un mode presque pas instantané, mais quand c'est quelques photos, ça va ultra rapidement. Ah oui, Donc, pour vos données personnelles sur Facebook, ça va aller encore plus vite. ah oui. Ça, c'est chouette. Emmanuel, bon, ben voilà, c'est une petite news hein, finalement dans l'actu télécom, mais Alors, ça prouve quand même qu'il y a un certain dynamisme en termes Oui. voilà, il y a une concurrence très Alors forte après, quand même concernant la pareil, fibre. hein, moi je suis toujours méfiant avec ce genre de choses parce que d'une part, on a toujours vu que les annonces sur les débits, c'était toujours un élément marketing. D'ailleurs, tu noteras que c'est marqué jusqu'à 600 mégabits par seconde. Oui, bien Ça sûr. veut dire qu'il est fort Ouais. probable qu'on ait un peu moins. Ouais. Probablement 300 ou 400. Donc il y a toujours un affichage marketing pour dire venez chez nous parce que vous allez voir en débit, vous allez voir ce que vous allez voir. Et en réalité, dans la consommation réelle, les usages font que quand on observe ça, c'est bien inférieur à ce qui est marketé sur le marché. Alors juste moi, petite précision, moi je suis client Free et suite à cette news que j'ai lue sur 01net, j'ai fait un petit speed test chez moi, j'ai redémarré ma Freebox et j'ai vu, et effectivement j'étais à pratiquement 600 mégabits en upload. D'accord. Avec speed test. Alors après, c'était à quel moment de la journée? Parce que tu sais qu'il y a des heures de pointe de bien sûr. consommation. Non, mais là c'était l'après-midi, effectivement, c'était pas le soir. Essaye à 20h. Il Quand faudrait les gens essayer à commencent à faire 20h. du Netflix et C'est tout, clair. là, on va voir si t'as les mêmes débits. Bah oui, ça c'est clair. C'est vrai que j'ai essayé chez moi aussi. Et en tout cas, j'ai vu une amélioration du débit montant. D'accord. Donc voilà, je pense que c'est vrai, mais maintenant, Oui. après, ça veut rien dire parce que à partir du moment où vous allez attaquer le web américain, par exemple, vous serez jamais à 600 mégabits seconde. Hein, Non, c'est ça. Et puis tu sais, c'est les usages. On sait très bien que le week-end, c'est là où les gens téléchargent légalement plus. Donc c'est là où tu vois les débits, que ce soit montant ou descendant, extrêmement se limiter d'un coup. Tu sais pas trop pourquoi, parce que normalement les opérateurs n'ont pas le droit. Mais on voit bien que quand on télécharge légalement, ce qui n'est pas notre cas ici, hein, mais Évidemment. on voit quand même une dégradation des débits. Donc ça veut dire que tout le monde est en train de télécharger très probablement au même moment. Donc voilà, le jusqu'à 600. Oui. Je pense que du coup. Il faut mesurer, il faut faire attention au marketing. Quoi. Téléchargement illégal, Joker, bien sûr, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Hein. Moi, franchement, ce sont deux mots là que je n'arrive pas à maîtriser. Un mot sur Free, comment va Free? J'ai l'impression que Xavier est un petit peu plus en confiance, l'action remonte un petit peu là. Alors l'action remonte, mais c'est vrai que ça reste quand même compliqué parce qu'on a vu qu'ils ont perdu quand même pas mal d'abonnés encore en mobile et fixe, notamment avec l'agressivité tarifaire de la concurrence. Les chiffres de Bouygues Télécom étaient plutôt bons, ceux d'Orange aussi. SFR, le chiffre d'affaires est en baisse, mais le nombre d'abonnés est en hausse. Donc c'est vrai que Free, on attend de voir ce que ça va donner sur l'année 2019. Eux-mêmes disent que l'année 2018 était une année de transition. Donc, quand on sort le mot transition, c'est une année pourrie, en fait. Hein, c'est ça en gros. Globalement. Non mais il faut... Voilà. Donc on a vu l'habillage qui a été fait sur les résultats. L'année 2019, c'est là effectivement on va pouvoir voir s'ils arrivent à rebondir. Et est-ce que la Freebox Delta sera le salut de parce que là ils ont annoncé 100 000 de l'offre fixe. Moi je trouve qu'en volume c'est pas énorme 100 000 Freebox Delta. C'est-à-dire que c'est un chiffre qu'on nous balance comme ça dans la figure, qui ne veut rien dire. Qui veut rien dire finalement. Sur je sais pas, ils ont plusieurs millions d'abonnés fixes. Oui, un peu plus de 4 millions. Voilà, donc en base installée, c'est pas. Et en plus, est-ce que c'est des nouveaux abonnés ou est-ce que c'est des anciens qui ont pris la Delta? Et puis on peut imaginer qu'il y a au moins 100 000 early adopters chez Free qui sont prêts, sans calculer, à passer à l'offre à la Freebox Delta. C'est ça, exactement. C'est comme Apple avec la base d'abonnés. Voilà, ça paraît être dans les statistiques en fait finalement. Donc maintenant, est-ce qu'on va en vendre? C'est pour ça qu'il faut voir 2019 va être une année importante.
Merci à tous les deux. Merci Jean-Sébastien Merci. Zanqui, la rédaction de 01net. Vous pouvez retrouver toutes ces actus sur Tout 01net.com, à bien fait. sûr. Et si vous voulez creuser tout ça, l'Express, bien sûr, avec Emmanuel Paquette. Merci beaucoup. François. Merci. Huawei, dans un instant, tiens, c'est un sujet que tu suis aussi. Stéphane Curtelin, le directeur marketing et communication de Huawei, sera avec nous. On parlera des problèmes du déploiement de la 5G pour Huawei en France et d'une manière générale en Occident. Et puis aussi, et là, ça nous intéresse peut-être un petit peu plus, les smartphones, à la fois le P30 et puis le Mate 6 ce fameux smartphone pliable. On en parle dans un instant, à la fois sur rmc.fr en audio et puis la version vidéo sur 01net TV et sur YouTube. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.